Alors voilà, comme je le mentionnais plus tôt, aujourd'hui, nous sommes avec 2 invités qui vont vous parler, de ce que c'est d'être résident, d'être locataire, pardon, aux résidences de l'Université de Montréal. Donc, chers invités, je vous invite à vous présenter. Bonjour, mon nom est Alexandre. Donc, j'ai vécu en résidence pendant 8 ans. J'ai étudié à l'Université de Montréal également pendant ces années-là. J'ai tellement aimé mon expérience aux résidences donc, que maintenant j'y travaille. Donc, je suis pas mal bien placé pour vous aiguiller dans votre futur choix. Je me présente, je m'appelle Juan José Ibarra Cordova et je suis le coordonnateur de la vie en résidence à l'Université de Montréal. On va commencer avec des informations importantes à vous communiquer, donc avant de passer aux questions-réponses. Donc, si je vais vous partager mon écran, donc si vous voulez prendre des notes. Donc, on va commencer rapidement donc, par le processus de location qui va bientôt débuter par ailleurs, puis par la présentation des studios. Donc, le processus de location va commencer le 1er mars. Donc, tout se fait sur notre site internet zoomresidence.ca. Donc, c'est une inscription en ligne. C'est juste une demande de location que vous allez faire. Donc, c'est simplement pour vous placer sur la liste d'attente. Donc, ça ne vous engage à rien. Même si vous n'avez pas reçu la réponse de l'université sur votre admission, faites la demande quand même. À cette étape-là, il n'y a pas de dépôt. Donc, vraiment, ça ne vous engage à rien. Faites la demande. C'est premier arrivé, premier servi. Puis ça part assez vite en général. Mi-avril, donc c'est l'envoi des offres de location. Donc, si on arrive à votre nom rapidement, vous allez recevoir une offre dans cette période-là. Vous aurez une période d'1 mois pour répondre à cette offre. Donc, il va falloir bien sûr verser le dépôt de location. Ce dépôt-là est égal au premier mois du loyer, puis il est non remboursable en cas d'annulation, sauf si vous n'êtes pas admis à l'université. Donc, il va falloir nous donner une lettre de refus officielle du registrariat et on vous remboursera le dépôt. Donc, vraiment, si vous n'êtes pas sûr encore de la réponse de l'université, faites quand même toutes les démarches pour vous assurer une place en résidence. Donc, on a 4 types de studios en tout pour 1120 chambres aux résidences. Les baux sont d'une durée de 8 mois, donc de septembre à avril, donc fin avril. Ils sont résiliables en tout temps durant l'année avec un préavis de 45 jours. Et le loyer comprend donc le chauffage, les meubles, l'électricité et Internet. Donc, c'est vraiment tout compris. Vous n'aurez jamais à débourser un seul dollar de plus durant votre séjour en dehors de votre loyer. Les studios simples, rapidement, donc c'est notre studio les plus répandus, donc c'est à 402 $ par mois. Donc vous avez le descriptif ici, tout est également sur notre site internet. Vous pouvez également faire des visites 3D. Donc c'est vraiment bien en ce moment avec la période de COVID de pouvoir se faire une idée, parce qu'on ne fait pas vraiment visiter les chambres actuellement. Donc, tout est inclus dans la chambre niveau meuble. Il y a juste la literie qui est non incluse. Donc, il y a le matelas et le meuble et le lit, mais tout ce qui va avec, donc c'est vous qui devez le fournir. Donc, les studios simples, c'est à peu près 9 mètres carrés en occupation simple seulement. Après, on a des studios doubles, donc qui peuvent être occupés par une ou deux personnes. La deuxième personne n'est pas obligée d'être à l'Université de Montréal, puis c'est à la première personne de trouver son colocataire. Donc, on ne va pas vous forcer à trouver à être quelqu'un que vous ne voulez pas. C'est vraiment vous qui décidez d'être dans ce studio avec la personne de votre choix. Ça vient donc, comme son nom l'indique, avec tout en double. Donc, il y a 2 bureaux, 2 armoires, un seul lavabo par contre, et un lit double, pardon. Il peut être également converti en 2 lits simples si vous le souhaitez. Ensuite, on a les suites avec salle de bain. Elles sont très, très peu nombreuses. Elles sont en priorité pour les filles, car elles sont situées dans la tour des filles principalement. Elles sont actuellement indisponibles à la location. Pour la rentrée, on ne sait pas encore, mais vous pouvez quand même la demander dans vos choix. Donc, c'est les seules qui sont avec salle de bain privée. Elles sont plutôt faites pour une personne, parce que la salle de bain prend quand même beaucoup de place dans la chambre. Et enfin, nous avons les studios adaptés. Donc ça, c'est pour les personnes à mobilité réduite. Elles sont uniquement attribuées par le Bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap. Donc, il faut les contacter à l'avance, eux, pour si vous voulez ce genre de studio. Puis, c'est avec une salle de bain semi-privative. Donc, elle est séparée, elle est partagée pardon, avec 2 chambres. Donc, ça conclut cette présentation rapide, fait qu'on peut passer aux questions.
Donc, merci beaucoup, Alexandre, pour tous ces détails. Donc, j'ai effectivement plusieurs questions à vous poser. Une première question que j'ai pour vous, c'est quels sont les avantages et les inconvénients de vivre dans une résidence universitaire? On va d'abord commencer avec les avantages, en fait, de vivre en résidence à l'Université de Montréal. Le premier des avantages, on retrouve en fait la réception et le service d'administration qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 pour toute question relative, dans le fond, à tout ce qui est lié au paiement, aux baux, aux règlements, etc. Donc, ça, c'est un avantage. Ensuite de ça, on va retrouver un autre avantage qui est très intéressant, c'est le comité de vie en résidence composé de moi ou ma collègue Gaëlle, que je remplace présentement, ainsi que des agents ressources qui sont disponibles également en soirée. Bien évidemment, maintenant, avec la situation de COVID, les horaires sont modifiés. Mais cependant, en temps normal, c'est des étudiants et résidents qui habitent aux résidences, dans le fond, qui servent tout simplement comme agents ressources, le nom le dit très bien. Ils sont là pour prêter une aide à tous les nouveaux arrivants, etc., concernant toutes sortes de questions relatives, encore une fois, par rapport au studio, demande de réparation, etc. Un autre avantage qui est très intéressant également, c'est une sécurité. Il y a un service de sécurité, en fait, aux résidences, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par la suite, on remarque aussi les activités qui sont offertes par le CVR, le comité de vie en résidence. Des activités qui peuvent être très le fun, très amusantes dans le fond pour les nouveaux, les anciens, tous les résidents en fait. Pour en nommer quelques-unes, à titre d'exemple, dans le fond, il va y avoir des soirées thématiques, duels culinaires, ça peut être des soirées cinéma, des soirées poker, des ateliers de bricolage qui vont être organisés également par la coordonnatrice des activités en résidence. Autre avantage également, il y a les commodités, le prix qui peut être très intéressant dans le fond. Donc, on offre des logements, comme le mentionnait Alexandre, tout inclus à prix très modique, qui va être sensiblement l'équivalent en fait de 2 fois moins cher qu'un appartement en comparatif avec le quartier. Il y a également un dépanneur, un mini-marché qui est disponible aux résidences. Il y a des espaces communs, dont un lounge, un espace musique, des salles d'études privées ou en groupe. Également, c'est pas mal ça, ça fait pas mal le tour, là. Donc, les salles d'études, le lounge, salle de lavage également qui est disponible pour tous les étudiants et résidents. Merci beaucoup. J'ai une autre question pour vous. Est-ce qu'il y a des communautés étudiantes dans les résidences de l'université? S'il y a une communauté en soi, en fait, quand on parle des résidences, les résidences, c'est une communauté un peu en soi, dans le fond, à l'intérieur de l'Université de Montréal. Sinon, il n'y en a pas vraiment, ça ne fait pas partie d'une asso, en fait, officielle de l'Université de Montréal, mais en soi, grâce au réseautage qui se fait aux résidences, ça devient un petit peu informellement une communauté à l'intérieur de l'Université de Montréal, oui. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Comment se passe une journée typique? Très bonne question. Est-ce qu'il y a vraiment une journée typique pour un étudiant aux résidences? En fait, la réponse est tout simplement pas vraiment parce que ça dépend vraiment en fait, de votre style de vie, de votre manière de vivre, de votre charge de travail, votre charge d'études. Donc, c'est vraiment libre à tous et chacun d'avoir son train de vie quotidien. Un exemple, en fait, typique, dans le fond, ça serait de se lever le matin, aller prendre sa douche dans les salles de bain communes. Ensuite de ça, de se faire à déjeuner dans la cuisine commune, encore une fois. Il y en a qui peuvent prendre le temps d'étudier dans le lounge, dans les salles d'études, faire du lavage. C'est vraiment votre vie. Et dans le fond, on, on met on met l'emphase, dans le fond, sur la liberté de chacun, du respect.
Et puis voilà, donc ça dépend vraiment de votre train-train quotidien en tant qu'étudiant et en tant qu'individu. Donc voilà. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Quel est le coût mensuel ou annuel d'une résidence universitaire? Comme on l'a vu dans les diapos de présentation au début avec Alexandre, les coûts mensuels vont varier pour le studio simple, donc de 402 par mois, qui peuvent aller jusqu'à 757 par mois. Donc, en moyenne, un coût annuel de 4 824 Merci beaucoup pour les détails. Ma prochaine question, c'est qu'est-ce qui est inclus dans les frais? Comme mentionné également dans les diapos antérieures, c'est chauffé, meublé, éclairé et avec une connexion Internet également. La connexion Internet, je tiens à spécifier que c'est une connexion Ethernet, donc ça prend absolument des ports Ethernet dans tout ce qui est les laptops, les ordinateurs portables. Sinon, ce qu'on fait aussi, on voit faire les étudiants, ils achètent tout simplement un routeur et ils se connectent avec le câble. Merci. Ma prochaine question, c'est est-ce que les chambres sont individuelles? Est-ce qu'il est possible d'être deux? Donc, je prends la parole pour ces questions. Donc, oui, c'est individuel, les questions, pardon, les chambres individuelles, donc les studios simples. La colocation est interdite dans ce genre de studio. Par contre, donc, comme on l'a vu dans les diaporamas, les studios doubles, vous pouvez être à deux à l'intérieur, puis c'est les seuls studios qui permettent une colocation. J'ai une autre question. Est-ce qu'il est nécessaire de renouveler l'inscription chaque année? Alors oui, c'est nécessaire, pas de renouveler l'inscription, mais de renouveler son bail, en fait. Il n'y a pas besoin de refaire tout le processus d'inscription que vous allez faire, à partir du 1er mars. Donc, pas besoin de se rendre sur notre site et cetera. Mais la période du renouvellement de bail, pardon, se fait au mois de mars. Donc, on va vous, donner un formulaire. Il va falloir, remplir, donc vos préférences, si vous voulez, conserver votre chambre pour le mois de septembre, rester durant la période estivale. Il va falloir vraiment mettre tout votre choix et vous êtes assez libre mettons, de renouveler votre bail vu que votre chambre est assurée en fait pour septembre. Donc, il n'y a pas de stress à ce niveau-là. Merci beaucoup, Alexandre. J'ai une autre question. Quelles sont les dates d'entrée et de sortie pour les appartements? Alors, habituellement, c'est du 1er septembre au 30 avril de chaque année. Mais il est aussi autorisé donc d'arriver avant le 1er septembre en fonction des disponibilités de nos chambres et de vos disponibilités à vous aussi. Vous pouvez également rompre votre bail durant toute la durée du bail. Vous avez donc un préavis de 45 jours à respecter. Il y a juste une exception, c'est pour les mois de janvier, pardon, de décembre et avril qui sont payables au complet. Donc, même si vous partez le 15 avril, il faut malheureusement payer tout le mois. Et ensuite, donc, votre bail par défaut se finit le 30 avril, mais vous pouvez aussi décider de partir le 15 mai. Il va juste falloir nous le spécifier dans le renouvellement du bail. Merci beaucoup, Alexandre. Une autre question, c'est peut-on garder notre chambre pendant la période estivale? Donc oui, pareil, dans le renouvellement du bail, il va falloir nous demander si vous voulez, donc nous dire plutôt si vous voulez rester tout l'été ou une partie de l'été aussi, c'est possible. Il va juste falloir nous indiquer votre date. Super, merci. Et une autre question, c'est combien de temps, entre parenthèses, trimestre, maximum un étudiant peut-il rester en résidence? Ben, pour ma part, je suis resté 8 ans, donc il n'y a pas forcément de date limite là-dedans. C'est à votre convenance durant aussi longtemps que vous êtes étudiant à temps plein à l'Université de Montréal, vous pouvez y rester, sauf exception. Donc, par exemple, si c'est votre dernier trimestre pour obtenir votre diplôme et qu'il vous reste 2 cours à prendre, vous pouvez rester durant ce trimestre-là, mais ça doit être exceptionnel. Chaque trimestre, on vérifie donc les statuts temps plein. Donc, vous pouvez, je pense que la personne actuelle, ça fait plus de 10 ans qu'elle est là aux études, donc vous pouvez rester autant de temps que vous êtes aux études, il n'y a aucune date limite. Super, merci beaucoup. On a une autre question. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une assurance habitat personnel une fois installé? Oui,
C'est obligatoire. Vous devez avoir une assurance habitation et une assurance responsabilité civile. En fonction des assurances, on ne connaît pas vraiment trop les prix, mais c'est entre 15 et 30 dollars par mois qu'il faut compter en plus. Vous pouvez le faire à votre arrivée, vu il vous faut le bail. Donc, le bail vous sera fourni à l'arrivée. Donc, vous pourrez faire ça dès votre arrivée. Excellent, merci. Et ma dernière question, c'est comment est-ce qu'on fait pour réserver une place aux résidences pour les semestres d'automne 2021 et d'hiver 2021? Donc, comme on l'a vu dans les diapos, c'est à partir du 1er mars. Donc, c'est vraiment important. Si vous voulez absolument une chambre, il faut respecter cette date. Le 1er mars, là, mettez-le à votre calendrier. Ça se remplit assez vite, dès 9 heures du matin. Habituellement, on a à peu près 200 demandes dans le premier quart d'heure. Fait qu'il faut vraiment être sur la coche, là, comme on dit ici, puis faire votre demande rapidement. Donc, sur notre site internet, zoomresidence.ca, vous avez demande de location. Comme je vous ai dit, même si vous n'avez pas la réponse finale de l'université, faites votre demande, ça ne vous coûte rien de faire la demande. Et bien sûr, juste pour finir, c'est pour le trimestre d'automne et d'hiver, hein, c'est tout le temps les deux. Excellent. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses. On a fait le tour de mes questions. Donc maintenant, je vois qu'on a beaucoup de questions qui nous viennent des participants à la séance. Donc, je vais en prendre quelques-unes. Une première question qu'on a pour vous, c'est si on postule pour réserver un studio double et qu'on ne l'obtient pas, est-ce que notre demande est transférée automatiquement sur un studio simple? Oui, donc on va vous proposer le studio double. C'est sûr qu'on va d'abord passer. Il y a comme deux listes séparées, donc les studios simples et les studios doubles. On va d'abord donc passer les studios doubles qu'on a et après donc on va vous transférer sur la liste des studios simples qu'on, dans le fond, qui nous restent. Dans le formulaire, vous pouvez choisir plusieurs types de studios. Donc c'est également intéressant de faire ça. Ça ne vous ferme aucune porte. Vous pouvez mettre les 4 types de studios si ça vous tente. Donc, on va vous proposer le premier type de studio qu'on a. Vous avez le droit de refuser et on va vous proposer l'autre type de studio quand on aura une disponibilité. Super, merci beaucoup Alexandre. On a une autre question qui nous vient d'une participante qui nous dit: étant une fille, j'hésite à demander une chambre dans l'immeuble pour les femmes seulement ou mixte. Quelles sont les différences entre les deux bâtiments au niveau des services, des salles, distance avec l'université, etc. Dans quelle situation choisir l'un plutôt que l'autre? Donc, ça dépend vraiment, en fait, de vos besoins personnels. Comme on l'a mentionné, il y a effectivement un édifice qui est strictement réservé aux femmes. Encore une fois, ça va par priorité. Donc, le plus rapidement vous faites votre demande, le plus rapidement vous allez recevoir une réponse selon l'ordre de priorité. Sinon, en temps normal, tout ce qui est les tours mixtes, ben, ce que ça veut tout simplement dire que ça se peut que vous allez retrouver des hommes sur votre palier, sur l'étage, comme par pur hasard, vous pouvez vous retrouver seulement avec des filles. Ça reste sur le campus des résidences, donc c'est encore toujours à proximité du reste du campus. Donc, tout se fait à proximité. Même chose pour la réception, etc. Au niveau des commodités qui sont disponibles dans ce bâtiment-là, ça reste sensiblement les mêmes. Il va y avoir une cuisine commune, des salons, des espaces d'études, dans le fond, qui sont réservés aux filles. Sinon, vous avez également accès aux autres bâtiments. Donc, ça ne vous empêche pas, vous n'êtes pas nécessairement obligé de rester dans le bâtiment des filles si vous restez là. Vous avez le droit également à avoir accès aux autres, dont les salles de jeu, les autres espaces communs dans les autres bâtiments, etc. Super, merci beaucoup pour les détails. On a une autre question d'une participante qui se demande si la capacité des résidences est limitée en période de COVID. Actuellement, oui. Malheureusement, on peut donner aucune information sur le futur trimestre. On ne connaît pas la situation actuelle. Merci beaucoup. Je vois qu'on a beaucoup de questions en lien avec les salles de bain communes. Par exemple, on a une question d'une participante qui se demande si elles sont mixtes ou si elles sont séparées. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails par rapport à ça? Oui, donc les salles de bain sont réservées aux utilisateurs. Donc, par sexe, la salle de bain des hommes est strictement réservée aux salles de bain des hommes.
Même chose pour la salle de bain des femmes, donc aucune salle de bain mixte. Donc voilà, vous allez retrouver une salle de bain par couloir, donc une salle de bain pour les hommes, supposons dans le couloir nord, et une salle de bain pour les femmes également dans le couloir nord. Pour vous donner plus de détails, il va y avoir 2 couloirs par bâtiment, là. Sensiblement, je ne me souviens plus exactement du ratio en temps normal quand, C'est à peu quand on près est en pleine occupation. C'est quoi le ratio, Alex, pour… On a deux salles de bain, une femme pour homme, pour à peu près, dans les étages les plus occupés, 15 chambres. Donc, si on divise, mettons, il y a une répartition assez équilibrée de femmes et d'hommes, c'est à peu près 6-7 personnes pour une salle de bain. Puis dans la salle de bain, il y a 2 toilettes, puis 2 douches. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, j'ai vécu 8 ans en résidence, donc j'en ai fait l'expérience longtemps. En 8 ans, j'ai jamais attendu pour prendre ma douche, là, par exemple. Là. Personne n'a les mêmes horaires à l'université, donc c'est vraiment pas un problème pour ça. Là. Puis c'est assez sécuritaire parce qu'on a même rajouté des verrous. Donc votre clé de chambre ouvre seulement la clé de la salle de bain de votre étage. Donc quelqu'un de notre étage ne peut pas rentrer dans votre salle de bain, donc c'est absolument sécuritaire aussi. Super, merci beaucoup. On a une autre question. Quels sont les critères de sélection pour obtenir une place en résidence? Est-ce que c'est seulement premier arrivé, premier servi? Oui, aucun critère autre que celui-là. Excellent, merci. Pardon, je lis en même temps les questions. Euh, Est-ce que c'est possible d'avoir des invités dans les studios? Y a-t-il des heures limites ou peuvent-ils rester à dormir? Oui, les étudiants en temps normal, on est en dehors de la situation COVID, là, en temps normal, oui, les résidents peuvent accueillir des invités et peuvent rester à dormir s'ils le désirent. Tant que ça ne se transforme pas en colocation. Super, merci. On a une autre question. Y a-t-il des horaires de sortie et de rentrée? Non, vous êtes libre il n'y a pas de couvre-feu en fait aux résidences, donc vous pouvez vaquer à vos occupations comme si c'était chez vous, votre appartement personnel. C'est sûr que là, en période de pandémie, il y en a un parce que c'est émis par le gouvernement, mais sinon, en temps normal, non, il n'y en a aucun couvre-feu. Super, merci. Je vois qu'on a beaucoup de questions en lien avec les documents à transmettre lors de l'inscription. Il y a quelqu'un ici qui demande quelles informations devons-nous transmettre lors de l'inscription initiale le 1er mars. Entre parenthèses, préférence du type de studio, de bâtiment, informations personnelles. Est-ce qu'il y a autre chose? On va vous demander aussi des informations sur vos études, mais si vous n'êtes vraiment pas certain d'un programme, que vous n'êtes pas admis, vous n'avez pas reçu votre matricule ou peu importe, vous pouvez simplement remplacer le champ par autre chose, puis on pourra modifier par la suite. La demande de location en soi, il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations à donner vu que c'est juste une demande. Puis il y aura plus d'informations qui vous seront demandées par la suite, mais ça reste des informations personnelles, puis il n'y a pas de documents précis à communiquer. Excellent, merci. On a une autre question. Y a-t-il des parties communes pour cuisiner et quels sont les équipements? Oui, il va y avoir des cuisines communes dans chacun des bâtiments. Donc, essentiellement, ce que vous allez retrouver, ça va être des fours, des micro-ondes. Il n'y a aucun équipement qui est mis à la disposition pour cuisiner des résidents. Les résidents doivent amener donc leur poêle, leur chaudron, leur nourriture, etc. Et puis, voilà, c'est disponible à tout le monde et il n'y a pas d'heure d'ouverture. Les gens peuvent y aller comme ils le veulent. Parfait, merci beaucoup. On a une autre question. Comment est fait le ménage dans les chambres? Par vous-même. Faut vraiment considérer votre chambre comme votre espace privé. C'est comme un appartement que vous louerez ailleurs, là. On ne va pas rentrer, faire votre ménage, vous dire quoi faire, etc. C'est vraiment privatif. C'est à vous. Il y a juste les parties communes donc, qui sont nettoyées tous les jours de la semaine, ainsi que les salles de bain. Mais la chambre, c'est à vous de le faire. Puis il n'y a aucun matériel non plus qui est fourni. Comme je vous ai dit, c'est vraiment privé, donc c'est à vous de vous en occuper convenablement.
Merci beaucoup. On a une autre question. Y a-t-il une priorité donnée aux étudiants de première année ou aux étudiants internationaux? Non. Comme je dit, le critère principal, c'est premier arrivé, premier servi. Peu importe votre cycle d'études, peu importe si vos parents habitent à 50 km ou à 10 000 km, c'est vraiment premier arrivé, premier servi, c'est vraiment le seul critère. Super, merci. Je vois aussi qu'on a beaucoup de questions en lien avec Internet. Donc, mais je pense qu'on en a déjà parlé plus tôt, mais peut-être donner plus de détails. Est-ce que toutes les chambres ont une connexion Internet? Oui, toutes les chambres ont une connexion Internet qui est inclue dans le loyer. Donc, ils n'ont pas à débourser pour payer Internet. Comme je l'ai dit, pour l'instant, la connexion se fait uniquement par câble Ethernet, donc un port Ethernet, je tiens à spécifier. Puis, comme je l'ai mentionné plus tôt, les étudiants, ce qu'ils font en temps normal pour avoir le Wi-Fi, qui est très à la mode en 2021, tout ce qu'ils font, dans le fond, c'est qu'ils se procurent un routeur et puis ils vont faire le branchement dans leur chambre et ils vont avoir le Wi-Fi dans leur chambre. Sinon, il faut s'assurer d'avoir un port Ethernet sur les laptops et sinon, éventuellement, peut-être les services de résidence, on est en train de voir ajouter une connexion entièrement Wi-Fi partout dans les résidences, mais pour l'instant, c'est uniquement par connexion par câble. Juste pour préciser, j'en profite aussi pour enfin, tout ce qui est service public, électricité, tout ça, c'est vraiment tout inclus, hein, et illimité, bien évidemment, hein, pour l'Internet, par exemple. Donc, il n'y a pas de... C'est juste bridé niveau puissance, donc c'est sûr que ce n'est pas la fibre optique, mais ça va quand même assez bien, puis c'est ça, c'est illimité. Merci beaucoup pour les précisions. On a une autre question. Est-ce qu'il y a des résidences pour le campus qui est situé à Laval ou c'est seulement à Montréal? C'est seulement à Montréal, au 2350 Édouard-Montpetit, pour être plus précis. Excellent, merci. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des frigos dans les chambres? Oui, toutes les chambres sont équipées de frigos. Donc, ce n'est pas des gros frigos, c'est des frigos C'est type, des mini. c'est ça, des mini-frigos type hôtel. Donc, il y a des fois une partie congélation, mais dans les nouveaux frigos qu'on installe, malheureusement, il n'y a plus de partie congélation. Donc, c'est un élément aussi à prendre en compte. Mais pour une personne, ça suffit amplement. J'aimerais juste complémenter ta réponse, Alex. Il y a des congélateurs communs qui sont disponibles aussi également sur chacun des étages, dépendamment du bâtiment. Il y en a qui sont disponibles. Donc, on remet le code aux résidents pour qu'ils puissent avoir accès. Donc, seulement les gens de son étage vont avoir accès à ce congélateur-là, qui est un congélateur commun. En quelque sorte, la nourriture n'est pas commune, évidemment, c'est personnel à chacun, mais c'est un congélateur commun que tous les résidents, dans le fond, du même étage peuvent utiliser. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une question qui revient assez souvent en lien avec l'assurance habitation. Donc, il y a quelqu'un qui se demande, est-ce qu'on est obligé de prendre une assurance habitation canadienne ou est-ce que les assurances étrangères sont acceptées? Je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre. Je vous dirais canadienne. Oui, oui. Ça se fait assez bien. Tout peut se faire sur Internet pour souscrire à une assurance habitation. C'est pas très sorcier. Il faut vous rendre sur souvent les banques qui offrent ce genre de service-là au Canada, style la banque TD ou Desjardins, qui proposent ce genre d'assurance. Merci beaucoup. Je vais passer à une autre question. Il y a quelqu'un qui se demande si les cours sont encore en ligne pour le semestre d'automne 2021, est-il possible de rentrer en résidence seulement pour le semestre d'hiver 2022? Alors, ça va être difficile de vous répondre. On n'a pas vraiment pris de décision là-dessus. Si vous versez un dépôt pour septembre, habituellement, donc hors période COVID, le dépôt n'est pas remboursable si vous modifiez votre réservation pour l'hiver. Donc, je ne veux vraiment pas m'avancer là-dessus pour la prochaine année. Donc, je vous dis ce qui se fait en temps normal, mais c'est difficile de savoir l'avenir, hein, malheureusement. Oui, c'est ça. Pour l'instant, rien n'est certain, donc on ne peut pas tout prévoir, malheureusement. Donc, je vais prendre encore quelques questions. On en a une ici. Quelqu'un nous demande, est-ce qu'on peut conserver une chambre durant les vacances d'été, même si on n'y reste pas? Oui, mais il faut payer. Fait, tant que vous payez votre loyer, vous pouvez conserver votre chambre.
Peut-être je vais préciser que, ben, par exemple, si vous partez le 15 mai, que vous décidez de revenir le 15 août, il faut vider votre chambre au complet si vous ne voulez plus payer de loyer durant cette période. Donc, c'est à chaque fois un déménagement qu'il faut faire, il faut tout sortir et quand vous revenez en septembre, il faut tout remettre dans votre chambre. Dans le fond, nous, les résidences donc, se transforment en hôtel l'été, dont j'ai la supervision maintenant. Donc, votre chambre va être relouée durant l'été. Donc, c'est pour ça qu'il faut libérer votre chambre au complet si vous ne voulez plus payer de loyer. Si vous continuez à payer le loyer, il n'y a aucun problème. Vous pouvez continuer à occuper votre chambre, même si vous n'êtes pas là. Merci beaucoup. Je vais peut-être prendre une ou deux dernières questions. Peut-on choisir l'immeuble dans lequel nous sommes logés? Connaissons-nous à l'avance les plans et les mesures de notre chambre? Non. Ben, en fait, si vous demandez juste un studio double, par défaut, vous allez savoir c'est quoi votre studio, ben, la dimension puis le type de studio. Mais si vous demandez plusieurs types de studios, que, mettons, vous tombez d'accord pour un studio simple, ils se ressemblent tous les studios, c'est à peu près tous les mêmes. Donc, mais vous n'allez pas savoir avant votre arrivée votre numéro de chambre et la tour. Donc, c'est vraiment à votre arrivée sur place que vous allez prendre connaissance de la tour et de votre numéro de chambre. Même si vous avez fait une demande, par exemple, pour la tour des filles aussi. Vous allez le savoir à votre arrivée. Merci beaucoup. Et on a une question ici. Si jamais il y avait une panne ou un bris, par exemple, dans la chambre, est-ce que la réparation est à nos propres frais? Non, il faut tout simplement aviser, dans le fond, la réception, donc tout ce qui est l'administration, donc en aviser. Il y a un pas, excusez-moi, il y a un outil qu'on utilise qui s'appelle Basile. Donc, ils peuvent rentrer leur demande de réparation à l'aide de numéros de clients qui leur est fourni. Ils font tout simplement remplir ça et puis par la suite, nous, on s'occupe de la réparation. Super, merci. Et une dernière question. Si on n'obtient pas d'offre de location en mi-avril, est-ce que notre demande sera maintenue au cas où il y aurait une disponibilité ultérieurement, par exemple? Oui, bien sûr. Dans le fond, nous, à mi-avril, c'est vraiment le premier lot d'offres. Ça se fait, en fait, les offres se font tout au long de l'été, tout au long de l'année. Il y a tout le temps des offres, tout le temps des départs, donc ça peut arriver. Habituellement, on fait un lot à peu près de 250 offres à la mi-avril. Je vous dirais qu'on a un taux de réponse à peu près de 50% dans ce lot-là. Donc, on va relancer 125 personnes après, etc. Puis durant tout l'été, jusqu'à que les résidences soient comblées. Mais actuellement, je ne peux pas vous dire combien on va faire d'offres de location pour septembre, mais elle sera maintenue quand même, votre demande, jusqu'à qu'on arrive à votre nom. Donc, même si c'est en janvier, malheureusement, ça peut arriver, mais on peut vous envoyer une offre en janvier, alors que vous vous attendiez pour septembre, mais c'est vraiment par ordre de liste d'attente. Donc, c'est sûr que si vous faites votre demande de location en juillet, votre chance d'avoir une chambre en septembre est de zéro, là. Je ne peux pas vous le cacher. Habituellement, on finit le mois de mars vers peut-être octobre ou novembre. Donc, il faut vraiment faire vite votre demande pour être bien placé sur la liste et espérer une chambre pour septembre qu'on pourra vous proposer durant l'été. Super, merci. On a une autre question. Y a-t-il un endroit où on peut stationner notre voiture si on habite aux résidences? Oui, effectivement, il y a un stationnement qui est disponible aux résidences. Il faut tout simplement passer par le bureau du stationnement, par contre, de l'Université de Montréal et ils vont vous offrir, soit s'il y a des places disponibles au stationnement et le coût, vous pouvez tout regarder les prix ainsi que les modalités sur le site du bureau de stationnement de l'Université de Montréal. Super. Et finalement, je pense que ça a peut-être déjà été dit, mais si vous pouvez répéter, combien y a-t-il de résidents environ? On a 1120 chambres. Donc, à peu près, si on compte les occupations doubles, ça fait à peu près 1140, 1160 étudiants sur place, quand on est plein à 100%, bien évidemment. En ce moment, on est à peine à 250 étudiants, je pense.
Excellent. Ben, merci beaucoup. Voilà ce qui conclut déjà la séance. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vous remercie beaucoup d'avoir du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous parler. Pour revoir cette présentation ou découvrir d'autres programmes, il y a aussi l'onglet Vidéo sur demande qui existe, donc où vous pouvez trouver les enregistrements de toutes les séances données jusqu'à présent. Et finalement, on vous invite à nous suivre sur Instagram. On a un compte qui s'appelle U-Montréal Futur étudiant. Donc, sur ce compte, vous pouvez suivre le parcours de toutes sortes d'étudiants de l'Université de Montréal. Donc, tous les liens utiles en lien avec ce qui a été discuté aujourd'hui se trouvent dans le clavardage. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là et à très bientôt.